On va créer un jeu, un truc en 2D, quelque chose de simple, pour téléphone. On va faire un personnage qui court et qui doit sauter pour éviter des obstacles qui lui arrivent au niveau du sol. En fait, le personnage a T-Mobile. Ce sera le décor qui va se déplacer. Ça, c'est la version finale. Avant ça, on va devoir s'attaquer au concept principal de la création d'un jeu 2D. Les sprites. Les sprites, c'est tout le design de notre jeu. Le fond, les accessoires, les personnages, la déco, etc. Une approche naïve serait de designer notre fond avec tous les éléments déjà incorporés dedans. Mais ça pose quand même quelques problèmes. Dès qu'un accessoire se déplace, il faut tout dessiner. Si on déplace un personnage, un objet, il faut tout redessiner, la scène entière. Et pour peu que l'on veuille utiliser un élément plusieurs fois dans des scènes différentes, il faut tout refaire, à chaque fois. Non, ce qu'il faut faire, c'est créer tous nos éléments séparément avec de la transparence. Ainsi, il va nous suffire de les superposer avec notre fond pour créer nos scènes. Ces éléments indépendants créés avec de la transparence, c'est ça les sprites. On va donc pouvoir comme cela créer notre fond, le sol, notre personnage, des obstacles. C'est un bon début, sauf que là notre personnage est quelque peu statique. Ce serait bien de lui donner un peu de mouvement. Comme on utilise des sprites, ça va être très simple. Il va suffire de le dessiner dans toutes les positions qu'il va prendre avec de la transparence. Ensuite, on affiche les sprites une à une à la suite. En fait, on recrée une vidéo. Ainsi, on peut faire plus ou moins n'importe quoi à notre personnage. De la danse, de la course. En fait, le plus dur du travail revient à le dessiner dans chacune des postures qu'il va devoir prendre. Maintenant, on a bien nos animations, mais sur plusieurs fichiers. Et rapidement, ça peut devenir assez lourd à traiter. C'est là qu'on va utiliser ce que l'on appelle une sprite sheet. En fait, c'est une image qui va contenir toutes les positions, toutes les postures liées à notre personnage ou un objet. La sprite sheet qui va être liée à notre personnage est celle-là. On peut y repérer la séquence lorsqu'il danse, lorsqu'il court ou lorsqu'il saute. Ainsi, grâce à cette méthode, lorsqu'on souhaite animer un objet, un personnage, en fait un élément au sens large, on ne manipulera qu'un seul fichier. Ensuite, pour jouer une séquence particulière, il va suffire de dire à la machine de ne prendre en compte qu'une certaine zone de l'image. Et en la déplaçant, on sélectionne ainsi à chaque fois une seule sprite. En utilisant le même principe que tout à l'heure, créer une vidéo, on obtient donc bien le même résultat. Grâce à cela, notre personnage peut maintenant courir. C'est bien, mais il faudrait rajouter du mouvement au décor pour donner une vraie sensation de déplacement. Pour cela, on va mettre en place un scroll. Et au lieu de simplement faire bouger les éléments du décor, on va utiliser de la parallaxe. Si on se déplace et que l'on observe deux éléments immobiles, on remarquera que celui qui est le plus éloigné bouge moins vite que celui qui est proche. C'est ça la parallaxe. Ajouter cela à notre jeu va être facile, étant donné que nous avons bien deux éléments, un fond avec des montagnes et un sol. Les deux sont bien censés être immobiles et suffisamment éloignés l'un de l'autre. Ainsi, à chaque nouvelle image, parce que je le rappelle, on va utiliser le même principe qu'en vidéo, il va falloir déplacer le fond et le sol, en veillant bien sûr à déplacer le sol plus rapidement que le fond. Pour pouvoir répéter notre fond en boucle, on va appliquer un effet miroir à nos images, ainsi on va avoir des raccords parfaits, on va donc pouvoir répéter le fond à l'infini. C'est parfait. Maintenant nous avons nos sprite sheets pour tout ce qui est animation, et un décor qui bouge avec une parallaxe pour donner une vraie sensation de mouvement. Maintenant, il va suffire de générer des obstacles avec des temps aléatoires et de les faire se déplacer à la même vitesse que le sol. Sauf que là, il y a un petit problème avec notre personnage. Il n'a aucune interaction avec les obstacles. En fait, il faut faire de la gestion de collision, c'est-à-dire repérer lorsque les deux éléments, le personnage et l'obstacle, rentrent en contact. Pour régler ce problème, il va falloir comprendre comment les sprites sont gérés dans l'espace. Le support d'un jeu 2D, c'est un écran. Un écran, c'est des pixels, donc des zones bien définies. Ainsi, on va pouvoir se repérer dans le plan grâce au nombre de pixels qui va nous séparer de l'origine. En jeu 2D, la norme veut que ce soit le coin en haut à gauche. On lui associe donc les coordonnées 0, 0. Ensuite, l'axe horizontal correspond à X et l'axe vertical à Y. Ainsi, si on prend l'exemple d'un écran Full HD, donc qui contient 1920 pixels sur sa largeur et 1080 pixels sur sa hauteur, le coin en haut à gauche, donc l'origine, aura pour coordonnées 0, 0, et le coin tout en bas à droite aura pour coordonnées 1920, 1080. On positionne donc nos sprites en indiquant les coordonnées qu'aura leur coin en haut à gauche sur l'écran. Ensuite, il nous faut définir des hitbox, c'est-à-dire des zones à l'intérieur de laquelle il y aura collision. Pour faire simple, on va la prendre carré. Ensuite, comme on connaît la position de coin en haut à gauche de chacune de nos sprites, ainsi que leur largeur et hauteur, on peut connaître la hitbox de chacune de nos sprites. Ensuite, pour vérifier si notre personnage rentre en collision avec un obstacle, il suffit de vérifier si leur hitbox possède au moins un point en commun.
Si c'est le cas, il y a collision. Une partie que nous n'avons pas encore soulevée, c'est l'interaction avec le joueur. Sur téléphone, nous allons utiliser le tactile. Ainsi, dès que le joueur va toucher l'écran, on va faire sauter notre personnage. C'est-à-dire que l'on va changer de séquence et le faire passer de la course au saut. Comme on connaît les coordonnées du coin en haut à gauche de notre sprite, qui correspond à notre personnage, il suffit de faire varier sa coordonnée Y. Notre personnage peut donc maintenant sauter. C'est parfait, on vient de créer un jeu en 2D. Enfin oui, il reste quand même un aspect vital dont je n'ai pas parlé, le taux de rafraîchissement. Il est défini en nombre d'images par seconde et il exprime tous les combien de temps nous allons renouveler les éléments du jeu. Notre jeu réalise deux principales opérations. La première, c'est tout ce qui est lié à la gestion, c'est-à-dire vérifier si le joueur a touché l'écran, calculer la nouvelle position des différents éléments du jeu, gérer les collisions, etc. Ensuite, il y a toute la partie graphique, c'est-à-dire afficher à l'écran les sprites au bon endroit. On définit donc une fréquence, par exemple 30 images par seconde. Ainsi, 30 fois par seconde, nous allons calculer la nouvelle position de nos différents éléments, regarder s'il n'y a pas collision entre eux, puis les afficher à l'écran. Ensuite, du fait que ce processus tourne en boucle, 30 fois par seconde, nous avons bien cette sensation de fluidité dans nos animations. On recrée donc bien un effet de vidéo. À présent, notre jeu est réellement terminé. Les seuls ajouts que nous pouvons faire ne seraient que cosmétiques. On peut par exemple penser à afficher un score, qui va compter le nombre de stacks que nous avons franchis, afficher un écran de jeu qui nous indique notre high score, ou encore une option pour rejouer. Enfin bref, voilà une technologie de développement d'un jeu 2D. Voilà comment j'ai personnellement développé un jeu 2D pour téléphone. Alors même s'il peut paraître fantastique, il ne sera pas sur les stores. Oui je sais, quelle perte. Allez, salut.